Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Elite Wrestling All-In, show historique, l'un des shows les plus historiques de l'histoire du catch et le show le plus historique le plus gros show de l'histoire de Elite Wrestling qui a à peine 4 ans aujourd'hui. Donc fallait que je parle de ce show-là. Le show se déroule actuellement pendant que je parle. J'ai décidé de changer un petit peu d'habitude comme il est 19h et que du coup le show se déroule à Londres, à Wembley. Je me suis dit pourquoi pas faire ma review entre les matchs, comme ça peut être sympa et comme ça je peux vous parler de toutes les choses que j'ai retenues et j'aurai pas besoin de me remémorer tout ce qui s'est passé pendant le show, après le show. Donc voilà, on a le premier match qui vient de se terminer, mais avant ça on a eu le buy-in, enfin le 0 heure ou le kick-off. C'était assez sympa, il y avait deux trois petites choses sympas dans le kick-off, notamment le match MJF et Adam Cole contre Aussie Open pour les titres par équipe de Ring of Honor, où on aura du coup MJF et Adam Cole qui vont devenir champions. Après ils vont se faire un face-off, puisque vous le savez très bien, ce sera le main event de ce show historique. J'ai hâte de voir ce match-là, pour l'instant ça s'est toujours pas déroulé, donc j'ai juste qu'une hâte, c'est de voir ce match entre MJF et Adam Cole. On a eu aussi le match entre Jack Perry et Hook, un petit peu décevant je trouve. Le match était très très bon par contre, c'est très très bien dans le ring et même en dehors du ring puisqu'ils sont fight sur une limousine à un moment donné. Mais ça me dérange un petit peu le fait que cette rivalité ne soit pas mise plus en avant. J'aurais préféré avoir un truc un peu plus sympa, un petit peu plus mis en avant. Je pense qu'on avait quelque chose à faire avec cette rivalité qui est pour le moment pas terminée, hein, puisque à la fin on aura Hook qui va devenir champion à FTW pour la deuxième fois. D'ailleurs je crois que ce sera la seule personne avec Taz, du coup son père, à avoir détenu le titre 2 fois. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus grand pour cette rivalité. Le fait que ce soit dans le kick-off, ça parle juste du fait que qu'on n'ait pas mis assez autour de cette rivalité. C'est juste un petit peu dommage, mais bon, ça reste Jack Perry et Hook. Pour l'instant, c'est pas une rivalité méga importante, mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus important. Mais du coup, voilà, on a eu aussi une apparition de Mercedes Moné pendant le kick-off, où elle sera du coup en gradin en train de regarder le show. Petit coup de com, évidemment. On sait pas si elle a signé avec le Elite Wrestling, je pense pas du tout, puisqu'elle est toujours sous contrat avec NJPW, enfin Stardom. Mais on verra bien, peut-être qu'elle va apparaître pendant le show, elle va attaquer quelqu'un ou je sais pas. Ça m'étonnerait personnellement. Je pense que s'il y avait vraiment l'intention de faire un truc comme ça, il l'aurait pas fait apparaître avant le show et en spoilant tout le monde. Je pense pas qu'ils auraient fait ça. Mais c'est très intelligent de la part de Mercedes Moné par contre. Même si personnellement je préférais ne pas la voir du côté de Elite Wrestling, parce que la division de Elite Wrestling est vraiment pas ouf. La division WWE n'est pas ouf non plus. Pour l'instant elle est très bien à Stardom et au Japon. Mais du coup, forcément, c'est très intelligent de sa part. Elle va se faire beaucoup de thunes grâce à ça, puisque Tony Khan va forcément vouloir mettre pas mal d'argent autour de Mercedes Moné pour la récupérer. Et puis, en plus, elle ferait du grand bien à cette division féminine de Elite Wrestling. Mais à côté de ça, tu auras peut-être Triple H qui va vouloir lui aussi mettre de l'argent, même si je pense pas réellement, vu comment ça se passe actuellement avec la fusion. Mais enfin, bref, c'est pas le sujet. On commence le show directement avec le premier match. Opener, Samoa Joe contre CM Punk. On connaît l'histoire entre les deux, pas besoin trop de la répéter. Et c'est pour ça du coup qu'il n'y a pas eu tant de build-up pour ce match-là. On a déjà eu ce match-là, je crois, c'était demi-finale du Owen Hart Cup. Et puis CM Punk il avait affronté Ricky Starks à la fin. On a toujours cette histoire-là avec CM Punk qui a ramené son titre qu'il a jamais perdu. Il a fait un X dessus, donc c'est le Real AEW World Champion Championship pour lui. Du coup le titre était en jeu, le match a duré plus ou moins 15 minutes. Assez satisfaisant finalement cet opener-là. Le match il était très très bon dans le ring ou même en dehors. On a une grosse séquence où, quasi vers le début du match, on a Samoa Joe et CM Punk qui vont se battre en dehors du ring. Ça va se fight sur la table des commentateurs, etc. À un moment donné, on aura Samoa Joe qui va balancer CM Punk. Enfin, il va comme le projeter sur le coin de la table des commentateurs. Il va faire un trou dedans. Après, il va ressortir. Il sera tout rempli de sang. On a une grosse séquence du coup en dehors du match. Puis on aura une séquence dans le ring où on aura CM Punk qui va faire un fight knuckle shuffle sur Samoa Joe, mais transformé en leg drop à la fin. L'affiche avait évidemment le calibre d'un main event, mais encore une fois, vu la construction qui a été réservée pour ce match-là, même si la construction n'était pas non plus dégueulasse, je pense que c'était une bonne chose de le mettre en opener. C'était un très très bon opener, c'était pas non plus du calibre des plus grands openers qu'on a pu avoir dans l'histoire du catch, mais c'était un bon petit match pour commencer le show, et j'ai juste hâte de voir la suite. Mais du coup, victoire de CM Punk, il conserve son titre sans surprise en vrai. D'ailleurs, je sais pas trop quoi en penser de ce titre-là. J'imagine qu'à un moment donné, il va devoir se faire unifier avec soit CM Punk contre MJF, le retour, ou contre Adam Cole un petit peu plus tard, je sais pas du tout. Je pense pas qu'Adam Cole va devenir champion de sitôt, mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer avec ce titre-là. D'ailleurs, par rapport à CM Punk, il y a Fightful qui révèle que juste avant le show, il me semble,
On a Jack Perry et CM Punk qui ont eu une altercation physique. Donc toujours encore une fois, hein, toujours les mêmes. Euh, c'est dommage que ça se passe maintenant pendant le moment où tu es censé célébrer le catch, surtout à Elite Wrestling. C'est un moment historique et tu gâches tout ça avec des altercations physiques comme à ton habitude. Hein. On va pas se mentir, c'est toujours CM Punk qui est dans des affaires comme ça. Il y en a beaucoup qui essayent de le défendre en disant que c'est pas forcément tout le temps CM Punk qui fait les problèmes, mais là, force est de constater que c'est un petit peu le cas malheureusement. J'ai pas trop d'avis là-dessus, j'ai pas trop d'avis sur les histoires de CM Punk, mais c'est juste dommage que ça arrive à ce moment-là alors que t'as beaucoup mieux à faire. D'ailleurs, Tony Khan, j'espère qu'il va bien préparer son Media Scrum à la fin du show pour pas que ça parte en n'importe quoi encore une fois. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura un Media Scrum, mais c'est encore une fois ce genre de news, c'est le genre de truc qui gâche un bon show comme All In. On va passer à quelque chose de plus positif. Deuxième match de la soirée, on a eu Golden Elite, du coup Kenny Omega, Kota Ibushi et Hangman Page qui a affronté du coup Bullet Club Gold, donc Juice Robinson et Jay White, accompagnés du coup de Takeshita, et ils étaient accompagnés du coup des Guns. Assez sympa en vrai cette nouvelle petite équipe. J'imagine que Takeshita sera pas souvent dans le coin de Bullet Club Gold puisqu'il fait partie du coup de Blackpool Combat Club. En fait, je sais même pas si c'est officiel qu'il fasse partie du BCC, mais en tout cas, il était en équipe du coup avec Bullet Club Gold vu qu'il est associé maintenant avec Don Callis. Et j'ai trouvé le match excellent. Le match a duré plus ou moins 20 minutes, je crois limite 20 minutes tout pile. Donc assez de temps pour ce match-là. Un peu décevant en vrai la place du match dans le show. C'est pas le match le plus hypant, mais surtout la place de Kenny Omega dans le show qui est un peu décevante. Deuxième match de la soirée, en vrai c'est pas non plus la grande folie. Quand tu penses à Chris Jericho qui se plaignait à l'époque d'avoir le deuxième match de la soirée face à Kevin Owens à Mania 33. Là, tu te dis que Kenny Omega, le mec qui porte la compagnie sur le dos, enfin, un des éléments majeurs qui porte la compagnie sur le dos, n'est même pas dans l'opener ou dans le main event. C'est un petit peu dommage en vrai. Après, il y a des feuds plus intéressantes et ça, je comprends totalement. Mais j'aurais préféré une plus grosse place pour Kenny Omega dans le show. Il y a eu plein de trucs intéressants dans ce match-là. Déjà, le retour de Kota Ibushi qu'on avait plus revu depuis quand déjà? Depuis Blood and Guts. Je trouvais que Kota Ibushi à Blood and Guts il était assez limité, il n'était pas aussi bon qu'avant. Là, toujours un petit peu le même ressenti, un peu limité Kota Ibushi, mais c'est bien bien mieux que à Blood and Guts. Là, j'ai pu retrouver un petit peu le Kota Ibushi de l'époque. Ça fait plaisir de revoir les Golden Lovers ensemble et combiner de temps en temps ensemble, ça fait extrêmement plaisir. On sent que pendant ce match-là, le gros point a été mis sur la feud Takeshita Omega. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on pourra avoir par la suite entre Konosuke et Kenny Omega. C'est un match qui me hyperait énormément. J'aime beaucoup ce qui se passe avec les deux catcheurs. Et cette histoire avec Don Callis, même si je suis pas le plus grand fan de Don Callis et le personnage et tout ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite entre Takeshita et Kenny Omega. Mais on sent vraiment que la Elite Wrestling fait très très bien les choses avec Takeshita. Il sera certainement et sans doute une très très grosse star à la Elite Wrestling à l'avenir. Et d'ailleurs le match il me plaît énormément parce que je suis un grand fan des snaps suplex en général, hein. Snap German suplex, Snap Dragon suplex. Mais là entre Kenny Omega et Jay White, on a été servi avec les Snap Dragon suplex. Donc très très bon match, assez satisfaisant et j'ai bien apprécié. Maintenant on passe au prochain match. Et évidemment, c'est grave, c'est la deuxième fois. J'oublie de dire le résultat du match alors que je viens seulement de voir le match. Enfin bref, et du coup, on termine sur une victoire de la team des Heels avec un roll-up de Takeshita. C'est peut-être pour ça que j'ai oublié de mentionner le résultat à la fin parce que c'était pas un finish très très captivant, je dirais, même si ça continue à alimenter l'histoire et c'est peut-être plutôt bien. Ensuite, troisième match de la soirée, on a FTR qui ont défendu leur titre par équipe face aux Young Bucks. On connaît l'histoire entre les deux équipes. D'ailleurs, on a eu un super beau clip qui a été diffusé juste avant le match, qui retrace un petit peu toute l'histoire entre FTR et les Young Bucks. Je pense qu'on a tous découvert cette histoire-là du côté de... Enfin, on a tous découvert d'abord le Revival FTR du côté des NXT, et puis je pense qu'on a tous suivi un petit peu cette histoire avec Cody Rhodes, Revival, etc. dans Being the Elite. Et moi, à l'époque, j'avais qu'une hâte, c'était de voir un match entre les Young Bucks et Revival du coup FTR. On a déjà eu plusieurs matchs entre les deux finalement à Elite Wrestling, mais c'était le Covid, etc. Là, quoi de mieux d'avoir ce match-là devant plus de 80 000 fans dans le plus grand show de l'histoire de Elite Wrestling. Le match était super bon, il a duré un peu plus de 20 minutes, je crois, 21-22 minutes. Un petit peu pareil que le match d'avant.
très très satisfaisant ce match-là. Je suis pas méga fan non plus des near fall à tout va. Là, on a eu pas mal de near fall, des comptes de Shadow Machine, des Young Bucks. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, les Young Bucks, ils vont devenir champions, etc. En plus, si tu rajoutais les histoires autour de Cash Wheeler qui ont vraiment un petit peu plombé le truc, en vrai, c'est un peu dommage c'est un peu dommage déjà tout court ce qu'il a fait Cash Wheeler. Et en plus, à une semaine de All-in, on l'avait appris. C'était un peu risqué et ça a un petit peu plombé le truc, même si au final, je regarde que le positif. Et les matchs étaient vraiment super bons. Comme j'ai dit, pas mal de near fall. Et à la fin, à la surprise générale, on a F-Tier qui conserve leur titre. On verra bien face à qui ils défendront leur titre à l'avenir. Je sais pas si on aura un rematch avec les Young Bucks. Je pense que c'était surtout pour faire un one-shot pour All-in et ils ont bien fait de le faire. De toute façon, à part les Young Bucks, je vois pas qui aurait pu affronter F-Tier pour les titres par équipe à All-in, à part aussi Open ou un truc dans le genre, ou Bullet Club Gold comme on a pu avoir il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Mais en tout cas, le match était vraiment super bon et c'était un très bon troisième match. Et un petit peu pareil que le match précédent, un peu trop tôt dans la carte, c'est les Young Bucks, c'est les EVP de Elite Wrestling et j'ai pas compris pourquoi ils sont aussitôt dans la carte. Le soleil s'est même pas encore couché. Un petit peu même sensation que Undertaker Bray Wyatt à l'époque. D'ailleurs, Bray Wyatt, encore une fois, c'est très tragique en vrai ce qu'on a appris par rapport à Bray Wyatt. On a pas mal d'hommages par rapport à Bray Wyatt pendant ce show de All-In et ça a fait extrêmement plaisir. Mais du coup, je disais un petit peu la même sensation que le match d'Undertaker à SMA 31 contre Bray Wyatt, où le match est fait beaucoup trop tôt sur la carte, même si à ce moment-là, je crois que c'était le troisième, l'avant-avant-dernier match, et en vrai, c'était pas méga tôt pour un match d'Undertaker, mais le soleil s'était même pas encore couché, et ça posait un petit peu problème pour les entrées, etc. Et là, j'ai ressenti un petit peu la même sensation avec le match des Young Bucks, surtout que c'est les Young Bucks, et pour moi, ils méritent au moins l'avant-dernier match, ou le premier match de la soirée, ou le main event. Enfin bref, mais sinon, à part ça, le match était super bon, et je suis pas du tout déçu de ce qu'on a eu dans le ring entre les Young Bucks et F-Tier. Ensuite, on a eu le Stadium Stampede match entre du coup Blackpool Combat Club, John Moxley, on a eu qui d'autre, Miller Yuta, Claudio Castagnoli, accompagné de... il y avait qui d'autre? Il y avait Proud and Powerful avec eux, et ils ont affronté du coup les Best Friends, du coup Orange Cassidy, Chuck Taylor, Trent Beretta, et j'ai oublié avec eux, Eddie Kingston et Penta. De base, on devait avoir Rey Fenix, mais Rey Fenix, il avait un problème de visa ils s'y sont pris trop tard avec ce problème de visa de Rey Fenix. Malheureusement, il n'a pas pu voyager. Ça a dû être très très décevant pour lui, malheureusement. Par contre, j'étais très intrigué par le Stadium Stampede match, parce qu'on a eu le Stadium Stampede match en 2020 pendant le Covid. C'était vraiment excellent parce que le match était préenregistré. On avait le match dans tout un stade complet. C'était juste fou. Sauf que là, c'est différent parce que tu n'as pas le stade tout complet pour toi. Enfin, si en soi, tu as le stade pour toi, mais tu as tous les fans qui sont autour. Tu n'as pas la pelouse, t'avais pas cet ADN de Stadium Stampede, c'était plus un Anarchy in the Arena plutôt qu'un Stadium Stampede match. Et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu plus déçu, mais le match il était gaulerie de fou. Pas mal de plans hardcore pendant ce match-là, enfin limite pendant tout le match. Mais beaucoup de trucs humoristiques pendant ce match, et c'est ce qui m'a retenu un petit peu à regarder le match en entier parce que c'était vraiment très très drôle. À un moment donné, on a Sioux qui arrive, on a John Moxley qui embrasse Sioux, enfin c'est n'importe quoi. Ensuite, il prend les cookies de Sioux, ils vont se battre avec les cookies. Puis après, il y a Penta qui arrive en mode dark, il prend une échelle, sauf que l'échelle elle tient même pas, c'était n'importe quoi. Mais le match était très très sympa, j'ai bien aimé, il a duré 20 minutes, un petit peu comme les deux précédents matchs. Et je pense que ça a continué pendant la suite du show, des matchs de 20 minutes. Moi je trouve que les matchs de 20 minutes en vrai c'est ni trop ni pas assez. C'est juste le strict minimum et j'aime beaucoup les matchs de 20 minutes. Et ce match là était très très marrant et j'ai bien aimé. Donnez-moi votre avis par rapport à ce match là dans les commentaires. Mais personnellement je trouve que le Stadium Stampede match de 2020 était largement au-dessus. Et malheureusement on n'a pas pu retrouver ce que j'avais bien aimé personnellement dans ce match là. Ensuite on a eu Fatal 4-Way pour le titre féminin de Hikaru Shida qui avait remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle défendait contre Saraya, contre Toni Storm, contre Britt Baker. Du coup c'était un Fatal 4-Way. On a Saraya qui fait son entrée sur du Queen. En même temps elle est chez elle. Et on a Toni Storm qui fait son entrée sur God Save the King. C'était assez marrant. J'aime beaucoup la nouvelle gimmick de Toni Storm. Elle a bien collaboré avec Saraya. Il n'y a même pas eu de petit tease de bagarre entre les deux ou de petites tensions ou quoi que ce soit. À moins que j'ai loupé quelque chose pendant le match. Mais j'ai rien vu par rapport à ça. Donc finalement tant mieux. Mais je suis pas trop fan de la division féminine au Elite Wrestling. Pas fan des Outcasts, même si de temps en temps il peut y avoir 2-3 trucs qui m'intriguent ou quoi que ce soit. Mais pas fan du tout. Le match a duré 10-15 minutes, je crois.
Et c'était un petit peu trop en vrai. C'était pas intéressant du tout en vrai ce match-là. Aucune hype. Le seul résultat que tout le monde voulait, j'imagine, c'était une conservation de Hikaru Shida. Malheureusement, pas le cas. Juste le feel good moment pour Saraya seulement, hein. Elle devient championne chez elle. Elle est heal, donc en vrai, le public a pas trop réagi. Et puis, bah, c'est Saraya. Et Saraya, elle a pris gros glow down en termes de popularité cette dernière année où elle fait son retour elle fait son retour dans le monde du catch et du coup ses débuts au Elite Wrestling. Euh, ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce match-là. Juste, ça va être un petit peu chiant les prochains mois avec Saraya en tant que championne. Je pense pas que ça risque d'être très intéressant. Et pas d'intervention juste après le match. Donc pas de Mercedes Moné comme tout le monde le pensait. Peut-être ça, ce sera pour plus tard dans le show, mais ça m'étonnerait puisqu'il n'y a pas d'autres matchs féminins. Qu'un seul match féminin. Et ça, faut en parler. C'est quand même un gros pay-per-view. On pourrait avoir au moins deux-trois matchs. Mais juste un match féminin, c'est un peu décevant là aussi pour le coup. Ensuite, on a eu le coffin match entre Swerve et Christian Cage qui vont affronter du coup Sting et Darby Allin. J'ai bien kiffé l'entrée de Swerve, j'ai bien kiffé aussi l'entrée de Sting sur du Metallica. En vrai, c'est bizarre à dire, mais la personne qui m'intéressait le moins dans le match, c'était Darby Allin. Parce que j'aime énormément Swerve et je crois qu'il y a un gros projet avec lui du côté Elite Wrestling. J'aime beaucoup Sting, bah, de toute façon c'est Sting et je pense qu'il faut profiter de lui tant qu'il catch toujours, même si je pense qu'il est pas méga pressé, et en plus il est toujours en bonne forme je trouve. Et à côté de ça, bah, Christian Cage, c'est Christian et il rend le titre de TNT hyper divertissant et c'est juste génial. Le match était franchement très bien, je crois qu'il a duré 10 minutes, 15 minutes ce match là. Il était bien en vrai le match, j'ai bien aimé le moment où à un moment donné Sting il est dans le coffin, on a Swerve qui veut refermer le coffin mais on a Sting qui retient qui retient Swerve de le fermer avec sa batte. Ça, franchement, c'était un bon moment que j'ai bien kiffé. Après, évidemment, c'est un coffin match. Du coup, pendant tout le match, on a Darby Allin qui va se péter le dos 37 fois avec son coffin drop. Donc voilà, et j'imagine on va se diriger vers un Darby Allin un Darby Allin contre Christian Cage pour le titre TNT, même si c'est pas son titre, c'est celui de Luchasaurus. D'ailleurs, il a apparu pendant le match, il est venu attaquer Sting, il me semble. Et ouais, franchement, le match était bien, mais c'était le match qui m'intéressait le moins de la soirée, donc je m'en fous un petit peu à part ça. Ensuite, on a eu un match hyper intéressant. Will Ospreay qui a affronté Chris Jericho dans un super beau match. Déjà, on commence l'affrontement avec les entrées. L'entrée de Chris Jericho qui performe en live Judas. C'était juste fou. Au départ, il fait une petite imitation foireuse de Freddie Mercury, mais bon, c'est Chris Jericho. Mais l'entrée, elle était vraiment incroyable. Ensuite, l'entrée de Will Ospreay devant son public avec le titre IWGP US, mais transformé en IWGP UK. Franchement, c'était une super belle entrée de Will Ospreay et ça fait juste plaisir. Il mérite de catcher comme ça à Wembley devant son public dans une aussi grosse crowd, même s'il a catché au Tokyo Dome, mais c'est pas aussi énorme que 80 000 fans. D'ailleurs, on a à un moment donné, je crois que c'est juste après ce match-là on a Nigel McGuinness qui va nous annoncer la tendance. Enfin bref, je suis juste content pour Will Ospreay et il serait temps quand même Will Ospreay de passer au step supérieur et peut-être 2024 viser un WrestleMania. Je sais pas, on sait, il a déjà fait plusieurs interviews, il disait qu'il était peut-être pas friand d'aller vivre aux États-Unis, qu'il préférait rester au Japon et travailler au Japon comme il aime bien le faire. On verra bien, de toute façon son contrat se termine en 2024, enfin fin d'année je crois, et on verra bien pour Will Ospreay, mais je maintiens toujours que Will Ospreay c'est le meilleur catcheur actuellement. Et le match était vraiment très bien. En fait, ce que j'ai ressenti dans ce match-là, c'est que Will Ospreay, on savait que c'était le moment de Will Ospreay, on savait qu'il allait remporter ce match-là face à son public. Mais à chaque fois, tu avais Jericho qui résistait, qui voulait pas perdre ce match-là. Mais puis à la fin, on a Will Ospreay qui va remporter le match avec un Stormbreaker ou un House Cutter, je sais plus du tout, j'ai un trou de mémoire. Mais franchement, le match était très bien. C'est peut-être mon match de la soirée, même si c'était pas le meilleur match dans le ring. Mais tout, l'ambiance, les entrées, etc. C'est pour moi le match qu'il faut absolument regarder de All In. Par contre, on aura le main event juste après, donc on verra bien. Et du coup, juste avant le main event, on a eu le match pour le trio tag team. D'ailleurs, je crois que c'était un All-Bar match. Je crois que c'était House of Black qui avait choisi la stipulation. En tout cas, ils défendaient leur titre trio face à The Acclaimed avec Dadias qui sort de sa retraite pour catcher à All In. Donc en vrai, c'était bien. Le match était très court par contre. Et on ressentait vraiment que c'était le match pour souffler. Les entrées de House of Black, bah, par contre, ça c'était très bien parce qu'on avait là, le petit hommage à Bray Wyatt, ça faisait plaisir. Et ça a été mentionné d'ailleurs, ça a été mentionné aux commentaires du pay-per-view. Et c'était vraiment super bien. On nous a montré plein de fois Mercedes Moné pendant ce match-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Peut-être c'était juste le match, on s'en fout, donc on la montre plusieurs fois. Et Feel Good Moment pour OE Wrestling, visiblement, parce que c'est la première fois que je vois les feux d'artifice au-dessus du stade pendant le show, alors à moins que j'étais pas concentré. Du coup, on a eu victoire de The Acclaim qui redevient champion, mais cette fois-ci champion trio. Et on aura House of Black à faire une sorte de face turn en leur donnant les titres, un petit peu de fair play. Je suis juste en train attendez, parce que je suis juste en train de regarder l'entrée d'Adam Cole. C'est juste fou comme entrée qui nous fait là. Je suis content qu'il ait son moment. On y reviendra juste après ce match-là, évidemment. Mais je suis content pour Adam Cole aussi. Et du coup, victoire de The Acclaim qui deviennent champion trio. Par contre, avenir de House of Black, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on aura par la suite. Je sais pas si ça va continuer avec Andrade. J'ai pas vu d'avancement avec cette histoire d'Andrade, Rouge, etc. Pour l'instant, Rouge, il n'était pas méga présent pendant les weekly ces derniers temps. Et Andrade non plus, du coup. Mais je sais pas. On verra bien par la suite. Et, euh, et du coup, on passe au main event. Ça va être juste incroyable. Et enfin, on passe au main event, le match qui me hype le plus de cette carte. MJF contre Adam Cole pour le titre All Elite Wrestling World Championship. MJF qui va défendre face à son ami, son meilleur ami, même on peut dire actuellement. Adam Cole, ils sont tous les deux champions Ring of Honor. Ils ont tous les deux fait leur entrée avec leur titre Ring of Honor aussi. On a MJF qui nous fait une entrée stratosphérique avec son trône, son masque, c'était juste fou. J'ai kiffé l'entrée d'MJF et franchement ça promet pour la suite. Si jamais il fait un WrestleMania un jour, je l'espère parce que à ce stade-là, MJF, si ça devient pas une immense star du catch global et qu'il fasse pas un main event de WrestleMania un jour, je serai un peu déçu. Même si encore une fois il y a plein d'alternatives et tu peux très bien être une star de catch sans forcément aller à Elite Wrestling, mais bon, c'est pas le sujet. Mais juste, MJF, il est né pour être un catcheur, c'est né pour être une star. Dès le début de match, il va faire des références à Ric Flair, à Rick Rude. C'est MJF, il est fan de catch et on le ressent, c'est juste dingue. Ils vont tous les deux catcher avec leur merch, avec leur t-shirt de leur équipe. C'est juste très très marrant le fait qu'ils catchent avec leur merch. En général, quand tu catches avec ton merch, c'est pour le vendre, donc tu fais ça à la limite un petit match de weekly en live event. Mais sauf que là, c'est le main event de All In, c'est juste fou de voir ça. Et en plus, ils vont faire des petits trucs humoristiques. On aura Adam Cole qui va prendre l'avantage sur MJF, puis ensuite il va faire Adam Cole baby, mais MJF il dit oh non fais pas ça, tu peux pas me faire ça. Ensuite MJF il va mettre les doigts dans les yeux d'Adam Cole, c'est très drôle et je sais pas pourquoi je kiffe totalement alors que moi je suis un mec, je suis assez aigri sur les bords. Quand il y a un truc sérieux, je veux que ce soit sérieux jusqu'au bout, mais là le fait que ce soit drôle, que ce soit humoristique, qu'on ait MJF qui affronte Adam Cole. Là, par exemple, à l'instant où je vous parle, on voit MJF qui refait la même chose. Il essaie de se faire un side dive, mais il n'arrive pas parce qu'il a trop peur d'en faire. Enfin bref, c'est juste trop marrant. En fait, la narration pendant tout le match, je la trouve juste folle. Je trouve ça un peu ouf, le fait de mêler tout ça à l'humour. Limite, tout le match, c'est que de l'humour. C'est hyper drôle entre MJF et Adam Cole. Et de se dire que c'est le main event de All In, le plus gros pay-per-view et wrestling, c'est juste fou. Et j'ai adoré le match. J'ai trouvé que le match était insanement bien. À un moment donné, on a plus le match avance, plus on a Adam Cole qui devient heel. MJF va enlever son t-shirt. Ensuite, MJF il va vouloir tricher avec sa bague. On aura Adam Cole qui va vouloir à 100% avoir le titre puisque c'est son objectif. Et MJF il a toujours ce côté heel en lui. Mais ce sera plus Adam Cole qui va se faire huer par la foule. Il va même se faire très très fort huer par la foule. Il y aura plein de petits coups entre eux. Ils vont se mettre les doigts dans les yeux. Enfin bref. Je crois que j'avais déjà dit avec MJF qui met les doigts dans les yeux de Adam Cole. Le match était juste trop drôle. À un moment donné, il y aura des rêves bumps, il y en aura deux. Un premier où, à un moment donné, on aura MJF et Adam Cole qui vont se balancer une chaise. Puis à un moment donné, ils vont faire le spot à la Eddie Guerrero. Mais sauf que là, MJF, il va rentrer sa tête dans la chaise. Enfin bref, il y aura une image qui sera trop drôle. J'ai trouvé le match extrêmement drôle. Et pour moi, cette touche d'humour pendant ce match-là, ça a rendu le match magnifique. Et le match a été très réussi. À un moment donné, moment marquant dans le match, ils vont se faire un double close line, mais j'avais imaginé en plus ce spot dans ma tête, je me suis dit s'ils le font, ce serait très drôle. Ils vont se faire juste une close line tous les deux, mais ils vont tomber tous les deux KO au sol. Et du coup, ils vont se faire le pin sur eux deux, et ça va se terminer en draw. Et là, Justin Roberts va annoncer que le match, du coup, comme ça se termine en draw, en égalité, bah le match va pas être relancé, c'est fini, c'est égalité. Donc MJF, il conserve son titre. Sauf que là, Adam Cole, il va supplier MJF et lui dire s'il te plaît, juste 5 more minutes, enfin 5 more minutes, 5 minutes de plus, s'il te plaît. Sauf que MJF il va dire quoi? Il va dire non, pas 5 minutes de plus, on va se battre jusqu'à temps qu'on aura un vainqueur pour ce titre-là. Donc là, MJF va recontinuer à tricher, mais Adam Cole lui va retricher aussi. On aura Roderick Strong qui va débarquer avec sa Minerve au cou, il va attaquer MJF, sauf que MJF va résister aux attaques de Roderick Strong.
Enfin, surtout, il va résister à la victoire de Adam Cole. Et finalement, ça se termine en roll-up victoire de MJF. Même si le finish est un peu trop controversé parce que c'est un roll-up, je trouve que le show et le match en particulier étaient très très réussis. Et c'est mon match de la soirée. J'ai adoré ce match-là. Et j'ai trouvé juste ça incroyable. À la fin du show, on aura du coup MJF et Adam Cole qui vont essayer de se réconcilier, mais à un moment donné, Adam Cole il va pas vouloir, il va balancer sa ceinture, puis ils vont se réconcilier. On aura Tony Khan qui va débarquer et qui va annoncer que l'année prochaine, le 25 août, le jour de mes 20 ans d'ailleurs, 2024, on aura une nouvelle édition de All In à Londres. Donc voilà, on remettra ça et j'espère que le show sera tout aussi bien que celui qu'on a eu ce soir parce qu'il était juste fou. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch et espoir. Bisous bisous.